hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors-série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Notre invitée de la semaine est présidente d'Inukshuk Synergie et coprésidente directrice générale d'Aqua Nature. Madame Mélanie Paul est au sein de l'entreprise familiale de Mastoyatch depuis maintenant près de 20 ans. Elle détient un baccalauréat à l'Université Laval en service social et elle a également fait des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi en gestion et management. En 2015, elle fut la première entrepreneure autochtone à graduer de la grande école de l'École d'entrepreneurship de Beauce. En mai 2018, elle a remporté le prix Jeune entrepreneur de l'année remis par le Conseil du patronat du Québec. Tout récemment, en novembre 2020, elle a été reconnue comme femme d'affaires qui a changé le monde selon les objectifs de développement durable de l'ONU, un prix remis par Femmes SR. Alors, je vous présente Madame Mélanie Paul. Hors série. Alors, pour ce hors-série, nous recevons Madame Mélanie Paul et c'est comme un retour parce que ça fait quelques semaines qu'on n'en avait pas produit. Alors, avant de débuter, je voudrais saluer mon ami Sylvain. Alors, comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, mon cher. Très heureux d'être de retour pour ces hors-séries qui semblent connaître énormément de succès. On remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui prennent le temps de venir nous écouter, qui prennent le temps de faire le tour de chacun des épisodes, de ne pas s'arrêter à un seul qui pourrait nous intéresser, mais d'aller voir, d'être curieux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis je tiens à leur dire un gros merci. Les résultats qui en découlent, mon Dieu, en témoignent. Ben, c'est super, Sylvain, ton commentaire, d'autant plus que souvent, lorsqu'on prend le temps d'écouter, on fait de magnifiques découvertes. Et Oui. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui, avec notre invité, ça va être un épisode de découverte, quelque chose avec des sujets super intéressants. Alors, Mélanie, en fait, on va se tutoyer si ça ne te dérange pas. Je trouve ça plus facile, en quelque sorte. Je sais que des fois, dans les us et coutumes, on va vous voyer, mais là, on prêche la proximité. Donc, avec ta permission, je vais t'appeler Mélanie. Alors, je vais commencer avec une simple question. Comment ça va, toi, de ton côté, sur le plan personnel, sur le plan des affaires? Comment ça se passe actuellement? Ben écoutez, je suis agréablement surprise. Ça va quand même bien. C'est sûr que comme tout le monde, on a connu un petit, je dirais, on a senti, nous aussi, la pandémie. Là, c'est sûr, au début, ça a ralenti certaines choses. Il a fallu se restructurer. Il a fallu regarder comment on allait continuer nos opérations, nos activités, parce que ça change un peu le plan de match, là. Mais je suis contente des décisions qu'on a prises. Puis, le fait d'avoir pris un peu de recul, moi, je suis quelqu'un de très connecté au niveau de mon intuition. Je suis quelqu'un de très zen. Donc, oui, au début, c'est un peu stressant. On ne sait pas où on s'en va, mais on fait confiance à la vie. Puis, d'avoir pris un certain recul, d'avoir pris de la hauteur, je vais dire ça comme ça, par rapport aux événements, ça nous a permis de voir à travers les difficultés que ça apportait, certaines opportunités aussi. Fait que c'est sur ces opportunités-là qu'on a tablé puis qu'on a misé, on a mis notre énergie, je veux dire. Puis écoute, c'est parfait, là. Le timing est bon pour tout ce qu'on fait, puis il y a une belle réponse du marché. On pourra en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines questions, j'imagine, mais ça va relativement bien, je suis contente. La pandémie, Madame Paul, c'est un moment, en quelque sorte, qui est venu. C'est une partie. Ça fait partie intégrante des affaires un peu. C'est un obstacle que vous avez vécu. Mais pour une start-up, on dirait que c'est encore plus puissant. C'est un véritable typhon, c'est un véritable ouragan qui arrive dans nos vies qu'on ne voit pas venir. On est en start-up. J'aimerais que vous me parliez un peu d'Aqua Nature et de votre autre entreprise aussi, Inukshuk Synergie, pour savoir un peu comment ces startups-là ont vu le jour, d'où vient cette initiative-là et savoir comment vous avez vécu l'arrivée de l'ouragan. OK. Ben, écoutez, Inukshuk Synergie, c'est une entreprise, dans le fond, que j'ai créée il y a déjà presque 3-4 ans, qui a été pendant plusieurs années supportée par Granule LG, qui est une des entreprises de mon père. Moi, je suis dans l'entreprise familiale. Si je fais un petit wrap-up de où je pars, là, tu sais,
pas rentrer dans l'histoire parce que ça pourrait être long. Mais mon père a des entreprises dans la communauté de Nachteuillage depuis plus de 35 ans maintenant, dans divers secteurs d'activité. Il a toujours été, on va dire, un entrepreneur, mais dans différents secteurs d'activité, dans plusieurs secteurs d'activité en même temps. Moi, je suis arrivée dans l'entreprise en 2002 à peu près. Là. Moi, je m'étais dirigée un peu plus vers le côté service social. Moi, je voulais aider les gens de la communauté, je voulais aider à diminuer les différentes problématiques, etc. Puis la seule trail que je voyais, c'était le service social. Quand mon père m'a offert de m'en venir dans l'entreprise en 2002, il m'a fait comprendre que, justement, aider les gens, il y avait différentes façons de le faire, en créant des emplois, en créant des entreprises pour amener du développement économique. Ben, c'est une façon aussi d'aider les gens de la communauté, redonner la confiance, redonner la fierté, valoriser les gens, les aider à réaliser leurs propres rêves, tout ça. Fait que j'ai fait le grand saut en 2002. Fait que ça fait à peu près presque 20 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Puis à travers les différentes entreprises, dans le fond, j'ai beaucoup appris. On va dire, j'ai appris un peu sur le plancher. Mon père, je vais utiliser l'expression de mon père, j'ai appris sur le plancher des vaches. Mais je suis aussi allée apprendre, tu sais, j'ai continué un certificat en administration. J'ai eu la chance d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça m'a ouvert des horizons puis un réseau de contacts incroyable. Puis ça, ben, ça l'a fait en sorte que je me suis permis, parce que je me le permettais pas avant. Tu sais, souvent, on a des barrières psychologiques qui nous empêchent d'avancer. Puis moi, une des barrières psychologiques que j'avais, c'était de dire, ben, faut que je reprenne les entreprises à mon père. Tu sais, j'avais comme l'impression qu'il fallait que je reprenne les entreprises à mon père tel qu'il était. Mais ça m'a permis d'innover, de créer, puis de développer mes propres modèles en allant à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis Inukshuk est un peu né à partir de là, parce que dans Granulogie, à l'époque, qui est une des entreprises à mon père qu'on a acquis en 2009 à peu près, le défi de ce marché-là, de la granule, était vraiment d'avoir des intégrateurs, d'avoir quelqu'un qui s'occupait de développer puis de rassurer les clients au niveau de l'achat des équipements, de qu'est-ce que ça leur prenait exactement, d'assurer la livraison, d'assurer vraiment un soutien technique, tout ça. Ça se faisait tout, mais je dirais en silo, avec des entreprises d'équipement, tout ça. Puis on voyait aussi s'en venir tout le potentiel au niveau de la transition énergétique, là, de la conversion des systèmes pour le nord du Québec, etc. Puis c'est sûr que Granulogie avait des grosses parts de marché à l'extérieur du Québec. On parle du nord-est des États-Unis, puis aussi un peu en Europe. Donc, c'est sûr que ça a un avantage d'exporter, mais ça a aussi un niveau de risque qui peut être là pour l'entreprise. Donc, on voulait vraiment développer le créneau de la granule de façon différente au Québec et non juste être un fournisseur de granules par commodité puis vendre dans les panières. Donc, on a créé Inukshuk Synergie, puis c'est à partir de là que j'ai commencé à développer le marché. Puis, tu sais, ça prenait de l'audace quand même, je vais vous dire, parce que quand tu parlais aux gens du Nord d'amener de la granule dans le Nord, j'avais l'air de quelqu'un qui m'en allait faire du ski sur la gravelle. Là. Tout le monde me disait, tu t'en vas pas avec ça, tu sais. C'est bon. Fait que là, tu sais, j'ai eu beaucoup de... Tu sais, les gens restaient polis, mais les gens, tu sais, doutaient de mon histoire quand même. Oui, c'est un beau rêve, c'est ça. Oui. Même mon père, au début, quand j'en ai parlé, il me dit, je pense que tu rêves en couleur. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est bon. J'ai dit, je vais continuer de mijoter là-dessus. Puis, tu sais, le timing est arrivé, Transition énergétique Québec, tout ça, les discussions, Hydro-Québec. J'ai rencontré tout le monde en doutait, là, tu sais. Puis en fait, même les gens du Nord, tu sais, quand je les rencontrais, les Inuits, ils me disaient, les gens des communautés Inuits, ils me disaient, ouais, mais Mélanie, il n'y en a pas de bois dans le Nord. Puis là, je répondais, ben, ouais, mais il n'y en a pas de mazout non plus. Tu l'importes, tu sais, tu l'amènes ici, fait que pourquoi pas apporter de la granule, tu sais, il n'y a pas, tu sais, puis pourquoi pas s'encourager en communauté, puis faire, de l'économie circulaire de haut en bas, tu sais, on va dire du nord au sud, plutôt que d'encourager les énergies fossiles. Fait que, en tout cas, bref, avec mon discours, j'ai réussi à tailler ma place, à donner une certaine crédibilité avec l'appui de Granulogie derrière ça. Puis vu que c'est une entreprise de service, ben c'était surtout du développement d'affaires, hein. C'était surtout d'ouvrir les portes, d'aller chercher du financement pour démontrer au niveau des études que ça pouvait fonctionner, qu'il y avait une économie au niveau financier, qu'il y avait une économie au niveau de l'énergie, que ça amenait des potentiels différents, diminution de gaz à effet de serre. En tout cas, bref, je m'arrête là, mais cette entreprise-là, c'était vraiment
je vais dire, de battre la trail parce qu'il n'y en avait pas de trail, tu sais. Fait que quand c'est arrivé la pandémie en mars pour Inukshuk, ben j'étais assignée une entente avec le Nord pour faire la démonstration, pour faire. Fait que ça a pris tout ce temps-là, 3-4 ans à convaincre tout le monde, toutes les instances. Mais là, les gens y croient, les gens le voient que le Nord, il faut comprendre que tu as 2 segments. Tu as le segment de production électrique à partir des centrales au diesel, puis tu as un volet chaleur pour chauffer les maisons, les bâtiments. Fait que les 2 sont séparés. Puis tu peux pas produire, oui, de l'électricité avec l'éolien, solaire, batterie, mais tu prends pas cette électricité-là qui coûte quand même cher pour chauffer. Tu sais, c'est pas efficace de chauffer avec l'électricité qui est produite par l'éolien. Fait que dans le fond, chaque énergie a sa place dans le Nord. Je pense que la granule a sa place au niveau du chauffage. Bref, c'est ça. Quand la pandémie est arrivée en mars dernier avec Inukshuk, on était assigné des ententes avec les communautés du Nord. J'étais aussi assignée une entente avec des partenaires qui étaient intéressés à m'aider à développer le Nord parce que tu fais pas ça tout seul, là. Puis là, bref, moi, je suis revenue de voyage en pleine pandémie, là. Je suis partie, il n'y en avait pas, puis je suis revenue, il manquait de papier de toilette. Non, je fais des blagues. Mais tu sais, dans le fond, quand je suis revenue, je suis atterrie à l'aéroport. Tu sais, j'ai reçu un message de mon partenaire qui se désistait, puis que là, tu sais, dans le fond, fallait tout le monde se reconcentrait sur ses propres activités parce qu'on savait pas du tout où on s'en allait avec ça. Puis, fait que moi, j'ai dit, OK, ben, je mets ça sur pause, tu sais, puis la vie est bien faite parce que en même temps, Aquanature, on venait d'avoir mon autre entreprise que je vais vous parler dans quelques minutes. On venait d'avoir toutes nos réponses pour notre financement pour le démarrage de cette entreprise-là. Fait que j'ai dit, OK, ben Inukshuk est sur pause parce que là, le Nord est fermé, mon partenaire s'est désisté. Puis en même temps, ben, tu sais, j'avais un employé ou 2 pour m'aider à faire les démarches, mais tu sais, j'avais pas d'infrastructure à supporter, j'avais rien, là. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai dit, bon, ben, je mets ça sur pause, puis l'avenir va nous dire comment on va continuer. Puis, ben, j'ai pris le pôle pour démarrer Aquanature. J'aurais dû me trouver quelqu'un pour le démarrer. Je m'en allais en recrutement éventuellement. Fait que j'ai pris le poste, puis j'ai dit, bon, ben, je vais le faire, tu sais. Fait que j'ai eu cette chance-là malgré tout. J'ai pris Aquanature, puis là, dans Aquanature, c'était un autre défi parce que notre plan d'affaires, ben, Aquanature, en fait, c'est une entreprise dans le domaine des produits de santé naturelle. On avait monté notre plan d'affaires, puis on était allé chercher un financement de 3 millions pour racheter des équipements encore là, qui étaient dans l'usine de mon père, qui étaient des équipements d'extraction, purification, transformation, que lui avait déjà installé dans une ancienne vie, une entreprise qui avait été là auparavant, ADL Biotech, puis qui avait fermé. Donc, dans chacune de mes 2 entreprises, comme vous voyez, les entreprises de mon père m'ont servi de levier. Puis au niveau autochtone, ben tu sais, on en parlera peut-être tantôt, les défis ou souvent les challenges qu'on a au niveau financier. Mais pour moi, ça a été un gros plus que mon père avait investi avant moi, puis qu'il y avait des choses qui étaient là, que j'ai pu me servir comme levier pour développer mes modèles d'affaires. Fait que dans le fond, Aquanature, c'était vraiment de racheter des équipements à mon père, puis de compléter cette gamme je vais dire, d'équipements technologiques-là pour produire des extraits de molécules naturelles à partir de plantes médicinales, de biomasse forestière, biomasse agricole, petits fruits. T'sais, on est quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une région où le potentiel de valorisation de plusieurs espèces est grande. Fait que on avait un partenaire qui s'appelle Groupe Silicique, qui est de Québec, qui étaient venus nous rencontrer il y a 3 ans, puis qui nous avait dit, ben nous on regarde parce que eux sont encore du côté pharmaceutique. Ils produisent de la silice, ils ont d'autres ingrédients aussi, mais ils sont plus du côté pharmaceutique puis chimique. Donc eux sont dans 90 pays, ils ont 1500 clients, ils ont quand même un gros, sont autour de 20 millions de chiffres d'affaires par année, puis eux voulaient vraiment, dans leur développement stratégique, développer des molécules plus naturelles. C'est là que le marché s'en va, en fait. Fait que ça, ils ont investi dans 3 filières différentes,
dont Aquanature. Puis l'objectif était vraiment de créer des produits. On avait 3 segments dans notre plan d'affaires. On avait un segment qui est encore là. Je dis on avait, mais on l'a encore. Mais je veux dire dans le sens que dans le temps, ce qui était prévu, c'est on va faire du contract manufacturing, dans le sens qu'on va faire de la sous-traitance pour des gens qui voudraient faire produire des ingrédients en sous-traitance, puis utiliser des équipements qu'on a, de la R&D, etc. On voulait faire nos propres ingrédients à nous aussi pour vendre des ingrédients en vrac à des compagnies dans des secteurs d'activité qu'on vise, qui sont le cosmétique, le nutraceutique et les aliments fonctionnels. Donc, on peut faire de la poudre de buée, canneberge, poudre d'épinards, il y a pas de limite. Poudre d'écorce d'épinards noirs, il y a plein de propriétés dans différents éléments. Puis l'objectif, c'est de vendre ça à d'autres entreprises ou de les utiliser nous-mêmes aussi pour faire des produits finis. Fait qu'Aqua avait prévu dans 2-3 ans, après qu'on était démarré, faire des produits finis, des tisanes, des huiles essentielles, des cosmétiques, en tout cas, développer sa propre gamme de produits à partir de ces ingrédients-là. Mais là, la pandémie arrive. Puis là, commander les équipements technologiques qu'on avait prévu acheter dans le plan d'affaires, avoir notre licence d'établissement, tout bloquait parce que tout était au ralenti. On avait dans le budget de financement de 3 millions qu'on est allé chercher, planifier l'agrandissement de l'usine, planifier l'achat d'équipements, comme je disais, complémentaires. Puis, c'est ça, aller chercher notre licence d'établissement. La licence d'établissement pour produire des produits de santé naturelle comme ça passe par Santé Canada. On sentait que Santé Canada, avec le COVID, en avait plein les bras. Puis, il focusait sur donner des licences pour faire du tourisme. Fait que nous autres, on n'était pas dans les priorités. Fait que ça a retardé beaucoup. La construction, vous savez comme moi que tous les chantiers ont bloqué, tout était en attente, puis tout a été retardé, fait qu'on pouvait pas faire l'agrandissement non plus tout de suite. Puis, commander des équipements, encore là, c'était des délais super longs parce que les entreprises étaient fermées. Fait qu'on a dit, OK, on fait un 180 degrés au plan d'affaires, puis on commence par les produits finis. Fait qu'on s'est mis en mai, juin l'année dernière à cueillir des plantes médicinales. Puis là, écoute, on apprenait à travers ça. On s'est allié des personnes qui avaient déjà fait de la cueillette. Écoute, on a vraiment, je vais le dire, puis je vais être honnête, on a improvisé un peu un petit bout là au début, là, mais tout ça en étant supporté par des gens là, compétents puis qui savaient ce qu'ils faisaient quand même. Mais bref, on s'est lancé comme ça, puis on savait pas ce que ça allait nous mener. Fait que on a dit on va commencer par les tisanes, les infusions, puis en plus, on sait que les plantes médicinales autochtones ont un effet bénéfique sur la santé, qui aide à renforcer le système immunitaire à différents niveaux. Fait qu'on a dit voilà, tu sais, le COVID, oui, on peut s'isoler, mais on peut s'aider nous autres mêmes aussi en prenant soin de notre santé, puis en prenant les suppléments qu'il faut pour garder notre système immunitaire plus fort pour éviter d'être malade. Fait que c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. On est allé chercher des subventions complémentaires pour le marketing, pour notre site web. Fait qu'on a fait la vente, on a commencé la vente en ligne quelques semaines. Puis on a une super de belles réponses des gens déjà, là, puis on n'a pas fait beaucoup de démarchage pour la distribution encore. Mais tu sais, on voit là que la réponse des gens, je vais dire, en lien avec l'authenticité des produits, parce qu'il y en a d'autres entreprises québécoises qui commercialisent les plantes médicinales, toujours en se basant puis en disant, les Premières Nations utilisent ça depuis plusieurs années, tu sais. Là, nous, on peut dire, en tant que Première Nation, on utilise ça depuis des millénaires. Tu sais, c'est un savoir quand même ancestral, un savoir traditionnel qui est là, qui n'avait pas été valorisé par aucune entreprise québécoise autochtone. Autochtones et québécoises depuis que les gens commercialisent dans ce secteur d'activité-là, en fait. Puis c'est ça. Fait que l'objectif est vraiment de reconnecter avec le savoir ancestral, mais de faire le pont aussi avec la science. Puis c'est pour ça que notre partenaire CIBICIC est là, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Je pense, je le vois déjà. Là, il y a déjà des molécules super intéressantes, puis des dérivés de produits qu'on peut faire à partir de toutes ces belles plantes-là.
autant, comme je disais tantôt, cosmétiques. Là, on a commencé par les huiles essentielles, les tisanes. Puis tantôt, on va faire aussi des produits cosmétiques qui sont en développement. Ça demande un petit peu plus de temps, mais il y a vraiment un beau potentiel à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que le parcours, tu nous parles de cette nouvelle entreprise-là. C'est vraiment impressionnant de voir que le modèle d'affaires initial était le plan A et finalement, la pandémie arrive. OK, on met une activité sur pause, on repriorise l'autre entreprise, on chambarde un peu notre plan de match, on improvise, on trouve des nouvelles solutions, on met en marché, on est en mode action, on prend les opportunités quand elles se présentent. C'est vraiment impressionnant comme message, Mélanie, là, ce que tu livres aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça m'amène un peu à la prochaine question, parce que tu parlais justement des Premières Nations, tout ça, et de l'entrepreneuriat québécois et autochtone. Donc, est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat est plus difficile pour la communauté autochtone au Québec à faire sa place, à démarrer de nouvelles entreprises? Est-ce que c'est plus difficile selon toi? Bien, c'est sûr que il y a certains freins de départ que les entrepreneurs québécois ont pas nécessairement. Au niveau des lois, entre autres, au niveau des lois, au niveau de la fiscalité autochtone, il y a encore des lois qui sont contraignantes quand même au niveau des entreprises autochtones. Quand tu es dans une communauté autochtone, c'est comme je donnais l'exemple dans une autre entrevue dernièrement, on peut pas, nous, on peut pas se servir de notre maison comme un levier de financement ou mettre notre maison en hypothèque, par exemple, pour se trouver un minimum de financement. Puis ça, ben c'est sûr que c'est un frein quand tu arrives pour te financer. Souvent, les financiers, quand tu n'as pas d'achat de gros équipements, ben c'est normal. Là, les banques, ça leur prend quelque chose à laquelle se rattacher si jamais il y a un pépin. Fait que, si tu n'as pas l'achat de gros équipements à faire, ben ça devient difficile pour la banque de s'attacher à quelque chose. 2, toi, il faut quand même que tu mettes une partie de mise de fonds. Puis là, tu peux pas hypothéquer ta maison. Fait que ça, c'est un autre frein. Puis, si tu as besoin d'un bâtiment pour mettre ces équipements-là, ben tu es obligé de trouver quelque chose à louer parce que construire un bâtiment dans une communauté, dépendamment où tu es situé, ben là, encore là, c'est un autre difficulté financière de te faire financer pour au niveau de l'achat d'un bâtiment ou de la construction d'un bâtiment. De plus en plus, il y a des communautés qui se structurent comme la nôtre, puis qui ont mis en place des façons de faire qui vont aider à faciliter ça. Mais tu sais, encore là, comme je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui avait des entreprises avant moi, qui m'ont servi de levier pour aller chercher du financement différent. Mais les entreprises, la plupart des gens qui démarrent en entreprise, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un avant lui qui avait une entreprise qui peut y servir de levier. Fait qu'il y a des secteurs d'activité qui c'est plus développé, comme je dirais le secteur forestier, le secteur de la première, deuxième transformation, tu sais, le camionnage, le transport, ces choses-là, c'est des secteurs qui se sont développés en lien avec le secteur minier, le secteur forestier. Dans d'autres secteurs d'activité plus, je vais dire, technologiques comme nous, j'oserais, je pense, j'ai pas peur de dire qu'on est les premières, là. Tu sais, il y en a pas d'autres. Puis c'est ça. Puis faut comprendre aussi que, tu sais, je veux pas faire d'histoire, mais on n'a pas le choix d'en faire un peu, là, de la politique puis de l'histoire quand on parle de l'entrepreneuriat autochtone, parce que tout est interrelié, le social aussi. Tu sais, dans l'histoire, les Premières Nations, on se fait pas longtemps qu'on peut emprunter, qu'on a du financement, qu'on a des choses qui sont là. Fait que l'entrepreneuriat autochtone, on est facilement une 50aine d'années en arrière de l'entrepreneur québécois. Fait que ça fait en sorte que tu sais, tu crées de l'économie à partir de l'économie. Fait que si l'économie était basée principalement sur les conseils de banque, puis c'est encore le cas dans plusieurs communautés, là, parce que il y a des communautés où le principal employeur, pour ne pas dire l'unique employeur, c'est le conseil de banque au niveau administratif, au niveau de la gestion. Tu as les garderies, des choses comme ça. Mais c'est
comme je le dis souvent, à Mashtewyash, on a la chance d'être entouré de villes, de villages, puis de faire des échanges de commerce, de services, de différentes choses. Mais si tu prends une communauté qui est éloignée à 300 kilomètres en forêt, ben elle est plus isolée. Ça devient difficile de faire du commerce ou des échanges. Fait que moi, je pense que dans le temps, le numérique va sûrement aider à ça, mais encore là, c'est de l'investissement. Tu sais, un site web, tout ce que ça prend pour commercialiser, c'est un autre défi, mais je pense qu'il y a de plus en plus une ouverture. Tu sais, moi, je veux pas être pessimiste par rapport à tout ça, là. Tu sais, je le vois qu'il y a de plus en plus d'ouverture, autant des Québécois que des gouvernements à trouver des pistes de solutions puis à aider à ce niveau-là. Puis il faut continuer de mettre des efforts. Puis je pense que c'est des entreprises qui sont déjà en place ou qui ont des leviers déjà comme Aqua puis comme Inukshuk. Tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup parlé du modèle d'affaires, mais dans mes 2 modèles d'affaires, pour moi, c'est hyper important que mes entreprises servent de levier à d'autres entreprises autochtones. Ça fait partie du cœur de mes 2 entreprises. Puis pour moi, ça, c'est ce qui va aider d'autres femmes ou d'autres entreprises à se créer ou à se former autour de ça. Tu sais, si je prends Inukshuk, par exemple, dans le nord du Québec, ben tu sais, de l'énergie, il n'y en a pas de l'énergie supplémentaire pour faire des affaires nécessairement ou développer des entreprises au niveau économique parce que l'électricité coûte énormément cher. Fait que si on peut amener de la chaleur, on peut amener une énergie renouvelable à meilleur coût, ben tu sais, pourquoi pas servir de levier pour créer des serres, admettons, tu sais, ou de développer d'autres choses autour de ça. Même chose pour Aquanature. Ben Aquanature, nous, ce qu'on veut, tu sais, c'est que les gens, tu sais, il va y avoir la cueillette, il va y avoir de plantes, il va y avoir, tu sais, on veut pas être nécessairement partout. Tu sais, les gens, on veut travailler en collaboration avec les gens pour que ils se créent leur propre entreprise pour qu'ils puissent collaborer avec Aquanature. Puis Aquanature, on s'est donné comme mandat aussi d'aider les femmes à créer leur propre entreprise par la création éventuellement d'un incubateur accélérateur pour les femmes qui veulent développer leur entreprise. Puis tantôt, je parlais, puis là, je parle beaucoup, là, vous m'arrêtez pas, c'est correct? Non, c'est très instructif. On a d'ailleurs, petite confidence, il y a plusieurs questions qu'on avait déjà listées et que tu réponds de façon naturelle et c'est vraiment intéressant. Je te dis, là, moi, j'apprends beaucoup avec toi aujourd'hui. Puis sincèrement, tu sais, comme tu sais, quand tantôt je parlais de prendre les opportunités, de voir les opportunités dans les difficultés, parce qu'il y en a toujours des opportunités dans les difficultés quand on prend du recul. Je vais donner un exemple avec Aquanature encore, tu sais, puis ça va faire le pont avec quand je dis servir de levier aux autres entreprises. Durant la pandémie, tu sais, on a vu que la diversité culturelle a pris beaucoup de place dans les discussions, puis les gens veulent faire une différence, puis tu sais, on veut apprendre à, tu sais, l'entraide, la solidarité, tout ça. On voit ces sentiments-là. Moi, je trouve ressortir beaucoup de cette pandémie-là. Tu sais, il y a eu Georges, il y a eu Joyce, il y a eu, tu sais, plein d'événements qui ont fait à ta peu, tu sais. Faut qu'on fasse quelque chose. Ça n'a plus de sens en 2020, en 2021 de voir des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai senti tout ça aussi, puis j'ai eu la chance de m'impliquer dans des lettres ouvertes ou dans des mouvements pour dire, ben garde, faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on crée des liens, faut apprendre à se connaître. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir été choisie aussi comme blogueuse pour 2021 avec le Journal des Affaires. Tu sais, je pense que ça va être une belle vitrine pour justement aider aux gens à mieux comprendre l'entrepreneuriat autochtone, à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis d'amener du positif aussi dans tout ça, parce que souvent dans les médias, ce qui ressort, c'est plus le négatif. Puis quand on a fait notre plan de commercialisation d'Aqua, je fais plein de détours, là, mais ça suit mon affaire, vous allez voir. Durant la pandémie, c'est ça. Il y a eu tout ça. Puis dans notre plan de commercialisation qu'on a fait dans les derniers mois, ce qui est ressorti, ce qui a été accéléré beaucoup par la COVID, c'est vraiment intéressant. Ben, c'est sûr, tout le côté des produits de santé naturelle, tout le côté santé, bien-être des gens. Puis là, tu sais, une phrase dans le plan qui m'a frappée, puis je vais la dire aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs. Pour les gens, là, quand ils parlent de santé, là,
pour eux, là, 65% de la perception qu'ils ont de la santé, c'est au niveau mental. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, Oui. là. Mais tu sais, fait que ça veut dire que les gens, là, ils ont le goût de s'arrêter, ils ont le goût de prendre soin d'eux, mais pas juste au niveau physique, mais au niveau mental aussi. Fait que ça a permis aux gens de comme je disais tantôt, de prendre du recul puis de voir que la vie allait peut-être trop vite, puis que, tu sais, c'était correct de prendre du temps, puis malgré qu'il y a du stress à travers ça quand même, mais fait qu'il y a ça qui est sorti du plan. Le volet achat en ligne, ça l'amène des opportunités aussi énormes. Puis, tu sais, les achats en ligne, on s'entend que c'est pas juste au Québec, c'est partout, là. Mais, tu sais, je veux dire, si c'est vrai pour nous qu'on peut acheter ailleurs, c'est vrai pour les gens d'ailleurs qui peuvent acheter ici aussi. L'achat local, tout le retour aux produits, tu sais, l'environnement, les produits naturels. Quand je parle de naturel, c'est des produits originaux. Au niveau des cosmétiques, entre autres, ce qui ressortait, c'est que le même phénomène qu'on a vu un peu avec les microbrasseries. Tu sais, que la bière commerciale, les gens en veulent moins, puis là, ils veulent vraiment des choses plus authentiques, plus goûteux, différents, tout ça. Ben, c'est en train de se produire. Le même phénomène se produit dans les cosmétiques. Les gens veulent acheter des cosmétiques locales, des cosmétiques, faits de façon plus artisanale, avec des vrais ingrédients non transformés, non chimiques. Fait que, tu sais, pour nous, là, ça ouvre vraiment des belles portes, là. Puis, tout le côté aussi, comme je disais tantôt, entraide, tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein de points qui rejoignent, tu sais, le côté éco-responsable, tous nos produits chez Aqua. Moi, c'était clair en partant que je voulais des produits avec des emballages écologiques, des ingrédients biologiques. Tous mes produits sont biologiques, vegan, tu sais, tout ça, là, je le vois. Puis moi, je suis rendue là dans ma vie aussi. C'est ça que je veux. Fait que je me dis, c'est ce que, puis ça fait partie de nos valeurs puis de nos racines en tant que Première Nation, là, tu sais. Le développement durable, pour nous, c'est même pas une question, on fait du développement durable. Non, ça va de soi. La nature, ça fait partie de nous. On fait partie de la nature fait partie de nous. Fait que, bref, ce que ça m'a allumé, ça, dans les derniers mois, je me suis dit, bon, là, les gens sont prêts, ils ont le goût à en apprendre plus des Premières Nations. On a des beaux produits. Pourquoi on n'utiliserait pas ces produits-là pour promouvoir notre culture en même temps? Puis là, j'ai dit, on va faire des boîtes découvertes culturelles. Parce que ce qui ressortait dans le plan aussi, c'est que les gens ont le goût de vivre des expériences à la maison. Fait que là, on a dit, puis là, moi, je voyais des entreprises autochtones d'artisanat ou de différentes, tu sais, le musée qui était fermé. Puis là, tu te dis, OK, ben il n'y a plus de touristes, ils n'ont plus de clients. Tu sais, c'est logique, là, tu sais. Fait que là, on s'est jumelé avec une boutique d'artisanat, puis on a dit, ben, on va faire une boîte découverte culturelle. Là, dans la boîte découverte, ben, il y a la tisane avec les plantes que nous, on a cueillies l'été dernier. On a un mélange de sauge et de cèdre qui nous permet de faire un rituel de purification. Puis, la boutique avec qui on s'est associé nous ont fait ils ont préparé tout ce qu'il faut pour faire un attrapeur de rêve. Là, nous, on a produit un feuillet qui explique la légende de l'attrapeur de rêve, l'histoire de l'attrapeur de rêve, comment le fabriquer soi-même à la maison avec les enfants. On a une page qui explique tout le rituel que les Premières Nations, pourquoi on utilisait le cèdre et la sauge pour, dans le fond, éliminer des énergies négatives autour de nous, dans la maison, tout ça. Fait que quand les gens achètent la boîte, ils n'achètent pas juste notre tisane, ils achètent une partie de notre culture, on va dire ça comme ça, là, de l'expérience. Fait que moi, je trouve que ça, là, il y a vraiment un beau potentiel. Tu sais, là, on part avec la boîte attrapeur de rêve, mais j'en ai plein d'idées, là. Tu sais, il y a plein d'autres. Mais là, cette boîte-là, on peut l'acheter où, là? Moi, si en ligne. Moi, je vais en acheter une. Il va falloir que tu m'envoies le lien. Je vais même le mettre dans le podcast pour ceux qui sont intéressés. Dans le fond, c'est ça. On a parti nos ventes en ligne directement, là, aquanature.com, aqua avec un K, parce que aqua, je l'ai pas dit, mais moi, ça, c'est une autre chose. Si vous me permettez, moi, là, il faut qu'il y ait un sens à ce que je fais. Il faut tout le temps que derrière Puis ça, c'est à l'école de Beauce que j'ai vraiment appris ça. Ma raison d'être personnelle est interreliée avec ma raison d'être d'entreprise. Puis c'est juste comme ça qu'on peut être sur notre X. Puis Inukshuk, dans le fond, Synergie, j'ai choisi ce nom-là parce que l'Inukshuk est une statuette de pierre qui
qui était utilisé par les Inuits dans le temps, qui étaient nomades, puis ils mettaient cette statuette-là un peu partout derrière eux pour montrer aux gens qui les suivaient qu'ils étaient dans la bonne direction. Mm-hmm. Puis, chacune des pierres de l'Inukshuk se supporte de façon naturelle. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien qui les soutient. C'est vraiment un équilibre. Fait que chacune des pierres a besoin de l'autre pour tenir ensemble. Fait que pour moi, dans Inukshuk, c'est des développements de partenariat. On a tous besoin les uns des autres pour avancer. Puis, les projets énergétiques que je veux faire, ben c'est des projets qui vont être là, qui vont être une trace que je laisse pour les générations futures en lien avec le fait qu'on leur permet un meilleur futur énergétique au niveau de l'environnement, etc. Fait que pour moi, ça, c'est porteur de sens. Puis, Aqua qui veut dire en Inuit prendre soin avec attention. Puis, pour moi, ça, c'est prendre soin avec attention, oui, de soi, de sa santé physique, mentale, mais aussi de la nature et de l'environnement. Fait que toutes les deux entreprises ont une signification en lien avec nos valeurs profondes d'entreprise, puis la personne que je suis, puis l'entrepreneur que je suis, en fait. Fait que là, je vous dis ça, mais là, j'ai perdu le fil. Moi, je veux t'amener, Mélanie, moi, j'aimerais t'amener justement sur l'école d'entrepreneuriat de Beauce. Tu en as parlé à 2 reprises. Parle-nous de ton expérience là-bas. Comment ça a pu t'aider? Ben, en fait, j'ai eu la chance d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce parce que j'ai reçu une bourse là, à l'époque parce que c'est quand même une formation assez dispendieuse, mais en même temps, c'est pas une dépense, c'est un investissement, je vais vous dire, là, parce que le réseau de contacts que je me suis créé, puis toutes tu sais, ce que je suis rendue aujourd'hui, je pense pas que j'aurais imaginé pouvoir me rendre là si j'avais pas eu ce boost d'énergie-là. Moi, tu sais, je dis souvent, puis je l'avais entendu d'un autre entrepreneur, là, aller à l'école de Beauce, c'est comme si tu pognes un champignon dans Mario Bros, là. Si tu deviens grand, plus fort, puis tu vas plus vite, là. Fait que c'est vraiment l'impact que ça a eu sur moi puis que ça a sur plein d'entrepreneurs. L'école de Beauce, en fait, c'est vraiment une école qui est basée parce que on s'entend des écoles d'entrepreneuriat, il n'y en avait pas tant que ça avant. Tu sais, j'étais allée de 2013 à 2015. Puis c'est basé sur il y a des entrepreneurs élites puis des entrepreneurs entraîneurs. Fait que dans le fond, c'est des 24 heures qu'on passe avec des gens qui ont été en entreprise ou dans le milieu des affaires. Tu sais, Alain Lemaire de Cascade, j'ai eu Grégory Charles, j'ai eu Charles Sirois, j'ai eu Serge Beauchemin des Dragons. Tu sais, j'ai eu plein de mentors comme ça qui sont venus nous enseigner des 24 heures leur expérience, puis nous parler de leurs trucs, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi, mais aussi, en toute authenticité, qu'est-ce qui n'a pas toujours bien été, puis comment ils s'en sont sortis, tu sais, je veux dire, parce que c'est pas vrai que c'est toujours beau, c'est toujours rose, là, tu sais. C'est, entre autres, le fondateur, Marc Dutil, je parlais avec lui hier, justement, puis il disait, tu sais, quand tu te sors la tête de l'autre, prends une grande respiration parce que ça se peut que tu recales, tu sais. Fait que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des hauts et des bas, puis on apprend à danser avec ça. Puis ça m'a emmené plein d'outils, ça m'a emmené plein de contacts, puis c'est vraiment aider à faire changer nos perceptions de l'entrepreneuriat, puis de voir l'entrepreneuriat différent. Puis ça dure, c'est une formation qui dure 2 ans quand même. C'est 5 jours ou 6 à 8 semaines. Du mercredi au dimanche, puis de 7h à 11h le soir, quand c'est pas plus que ça, là, mais c'est vraiment une formation intense, mais ça change une vie. Là. Ouais. Mélanie, j'aime t'entendre parler d'entrepreneuriat. Tu as abordé plusieurs sujets aujourd'hui face à comment tu es connecté sur tes valeurs puis ce qui t'habite. C'est vraiment un beau partage. Je te remercie pour ça. Et j'aimerais ça te poser une dernière question. Quel message tu pourrais lancer aux entrepreneurs québécois qui aimeraient collaborer avec la communauté autochtone sur des projets X? Qu'est-ce que tu leur lancerais comme message? Ben écoute, moi je pense que si les gens ont un intérêt profond et réel, qui ont des valeurs qui rejoignent celles des Premières Nations, qui ont une ouverture, il existe des organisations dans le développement économique qui peuvent les aider et les mettre en contact en lien avec des
entrepreneurs, dépendamment de leur secteur d'activité. Je pense que de s'informer un peu, avec le web maintenant, l'information, on en trouve un peu partout, là. Moi, j'ai eu d'ailleurs la chance de travailler sur un guide de développement de partenariat durable entre autochtones et allochtones, entre entreprises autochtones et allochtones. C'était suite au sommet économique régional qu'il y avait eu dans le temps avec M. Philippe Couillard en 2015. Il y avait plein de tables de travail qui avaient été mises en place, dont une sur les Premières Nations. Puis j'ai présidé cette table-là. Puis c'est un peu le constat qu'on avait fait quand les gens veulent développer un partenariat avec les gens des Premières Nations. Ils ne savent pas trop par où commencer, puis comment aborder les gens. Puis de l'autre côté, moi je disais oui, c'est vrai pour les gens de l'extérieur, mais c'est vrai aussi pour les entrepreneurs autochtones. Souvent, il y a un manque de connaissances quand tu veux te lancer en affaires avec quelqu'un d'autre qui arrive de l'extérieur. Ça peut paraître bien beau, ça peut paraître bien alléchant, tout l'argent qu'il y a à faire ou le potentiel de contrat qu'on peut aller chercher en commun avec d'autres. Puis, faut quand même faire attention parce qu'il y en a qui ont des bonnes intentions, il y en a qui ont l'intention pécuniaire, puis je veux dire, ça, c'est pas juste... c'est partout dans le monde, là. J'accuse personne, c'est humain, là. Il y a une partie de... Puis dans le fond, c'est le guide, on l'a monté pour qu'il soit utile autant aux deux parties, autant aux gens des Premières Nations qu'aux gens des Québécois ou des Allochtones, pour dire, ben voici les éléments que vous devez tenir en compte de part et d'autre, autant au niveau des valeurs, des façons de faire, au niveau des différents types de partenariats qui peuvent être faits aussi au niveau fiscal, au niveau des différentes lois qui régissent un individu, une entreprise autochtone, les entreprises québécoises aussi, parce que c'est important que l'entrepreneur autochtone sache qu'est-ce qu'il y en est aussi au niveau de la fiscalité québécoise. Donc, quand tu te fais un partenariat, il faut que tu sois au courant de tout ça. Fait que moi, je dirais que ça, c'est une porte d'entrée, là. Le guide est disponible sur le site de la SDEI.ca dans la documentation. Fait que ça, c'est une première. Si les gens veulent s'informer, ils peuvent aller voir le guide. Il y a le guide complet et un résumé du guide. Puis c'est sûr que, en partant, faut avoir une ouverture d'esprit, comme je dis, parce que, on part pas toujours de façon égalitaire dans un partenariat. Donc, faut apprendre à concilier certains éléments, puis s'assurer que les valeurs puis les objectifs correspondent. Puis la transparence, beaucoup aussi, dans le développement du partenariat est importante. Puis valider beaucoup les perceptions et valider le fond de la pensée de chacun, l'interprétation des objectifs, parce que souvent, je vais dire que les conflits peuvent se retrouver dans les non-dits plus souvent. Fait que, c'est important d'aller au fond des choses et de se dire qu'est-ce qu'il y en a exactement. L'intention derrière est importante, là, de part et d'autre. Fait que c'est un peu ce que je dirais. Ouais. Merci beaucoup, Mme Mélanie Paul, de votre partage ce matin. C'est vraiment très intéressant et surtout, demeurer contagieuse comme vous l'êtes présentement pour tous ceux et celles qui auraient envie de se lancer en affaires. C'est vraiment, moi, ce que je retiens de vous, c'est-à-dire cette contagion, cette passion-là que vous avez une facilité à nous transmettre. Bien, c'est gentil, merci. Merci beaucoup, Mélanie. Au plaisir. Tineshkumiten. Comment? J'ai dit Tineshkumiten, ça veut dire merci à nous. Que dire de plus de l'entretien avec Mélanie Paul? Sérieusement, j'ai trouvé son approche, en fait, les explications entourant l'entrepreneuriat autochtone vraiment intéressantes. Écoute, Benoît, j'ai 53 ans, OK, bientôt, très bientôt même, et quand elle m'a parlé d'Aquanature et qu'elle nous a parlé des huiles essentielles provenant de plantes habituellement utilisées par les Autochtones, mais vendues par des non-autochtones, extraits par des non-autochtones, il me semble que ça tombait tellement sous le sens que ce soit eux qui se lancent dans ce type de produit. Puis je trouvais ça tellement brillant. Cette femme-là, elle est brillante et j'espère que d'autres Autochtones vont agir de la même façon, c'est-à-dire, c'est à nous. Pourquoi pas se l'approprier? Pourquoi pas en faire des entreprises? Ça nous appartient, ces connaissances-là. Servons-nous-en. Et j'ai fait, écoute, c'est wow. C'est un gros wow, cette femme.
Tout à fait. J'ai trouvé aussi très humble son approche, reconnaissant aussi qu'elle avait eu l'aide de son père, en quelque sorte, dans ses projets, et qu'elle reconnaissait ça, puis aussi toute son orientation à redonner à la communauté. À sa communauté, exactement. Exactement. C'est vraiment une personnalité impressionnante. Je suis vraiment content qu'on ait pu avoir une femme de cette trempe dans notre hors-série. Alors, Sylvain, merci encore. Merci à toi de me faire découvrir des gens aussi passionnés, des gens aussi allumés. C'est un privilège. À la prochaine, mon ami. Ben Lala, hors-série. Bon, Lala.